Chers amis, bienvenue encore une fois à Mémoire de Proust. Cette semaine, j'aimerais vous faire connaître le personnage derrière un nom que vous connaissez certainement, puisqu'il est très présent dans la toponymie du Québec, c'est-à-dire les rues, les parcs, les édifices, les écoles, les stations de métro, les circonscriptions électorales portent son nom. Et croyez-moi, c'est bien mérité. Nos historiens en ont parlé comme l'un des organisateurs de génie. Gustave Langto, un historien, en a même fait le second fondateur de la Nouvelle-France après Champlain. Son nom, Jean Talon. Sa fonction, intendant. Alors, lors de sa nomination, Talon est fortement encouragé par le jeune roi de France, Louis XIV, qui n'a que 27 ans à ce moment, et aussi par son ministre des Finances et de la Marine, Jean-Baptiste Colbert. On lui confie une importante mission en Nouvelle-France, relancer une colonie en ruine ou moribonde même. Alors il sera le premier intendant à mettre les pieds en Amérique, depuis que le roi a décidé de prendre en main les destinées de la Nouvelle-France en 1663 pour en faire une province française. Talon arrive dans notre histoire à un bon moment. Il entre en scène alors que la France exprime le désir de relancer sa frêle colonie qui agonise aux mains de la Compagnie des Cent Associés. Le roi a entendu Pierre Boucher et Monseigneur Laval décrire les conditions de vie difficiles des colons, l'acharnement de l'ennemi iroquois et le peu de soutien au peuplement. Alors c'est pour changer les choses que le roi Soleil confie une mission à Jean Talon. Les instructions données à l'intendant, c'est sérieux, ça fait réfléchir. D'abord, la première instruction qui est mentionnée, c'est soumettre le pouvoir spirituel au pouvoir temporel. Il y a donc un puissant message là-dedans. Là. Ça veut dire, au fond, que l'Église, les missionnaires, on ne sait pas trop, ou les communautés religieuses naissantes ont pris beaucoup de place. Après ça, bien là, on dit à l'intendant, vous allez faire régner l'ordre, la paix et la justice. Vous allez faire des règlements de police. On dit, occupez-vous des agriculteurs. Il faut qu'ils défrichent. Il faut qu'ils diversifient l'agriculture. Démarrer des manufactures. S'il faut, faites venir des artisans. Alors, c'est tout, faites de la construction navale. Alors, c'est très complet. En fait, l'intendant a vraiment pas mal d'instructions et il y a du boulot devant lui. Pour bien comprendre la suite, voyons comment fonctionne ce nouveau gouvernement royal mis en place par Louis XIV. En haut de la pyramide, après le roi, il y a le gouverneur, son représentant direct dans la colonie. Sa fonction principale est militaire. Il doit défendre la colonie et maintenir de bonnes relations avec les colonies anglaises à l'époque et les alliés amérindiens. C'est lui qui fait la guerre et signe les traités de paix aussi. Vient en second l'intendant. C'est un super ministre, presque plus puissant que le gouverneur, un premier ministre, si vous voulez. C'est à lui, donc à Jean Talon, que reviennent les tâches d'organiser la vie civile, d'assurer l'ordre public, de traduire les criminels devant les tribunaux, de régler les causes civiles, de voir aux finances, de tenir le budget, de participer au conseil de guerre, de superviser les travaux de fortification, de s'assurer que les militaires ne manquent de rien, même au loin, quand ils font la guerre. Il en a des tâches. Et enfin, le conseil souverain est composé, lui, du gouverneur, de l'évêque, de l'intendant et de conseillers. C'est au conseil d'édicter les lois et d'appliquer les ordonnances royales, en plus d'être le tribunal d'appel. Au moment où Talon s'apprête à descendre du vaisseau le Saint-Sébastien, ça se passe le 12 septembre 1665, la colonie est remplie d'espoir et accueille chaleureusement le nouvel intendant qui n'a que 39 ans. Si les colons connaissaient les chansons de Stéphane Venn, ils chanteraient « C'est le début d'un temps nouveau ». Dans son portrait de Talon, l'historien Thomas Chappet décrit l'ambiance à son arrivée. Les vaisseaux se succèdent, ils amènent des engagés, des filles à marier, des artisans, des provisions, des animaux domestiques et pour la première fois 16 chevaux. Au résumé, 500 nouveaux Québécois s'amènent et plus de 1000 soldats. C'est Jean Talon
qui a fait le nécessaire pour que ces hommes et femmes montent à bord et l'effroyable crise que traversait la Nouvelle-France depuis 15 ans était terminée. On l'a dit, la ruine guette la colonie. Les Iroquois multiplient les attaques, ce n'est plus vivable ici. Le nouveau gouverneur Rémy de Courcelles, arrivé avec Talon, va y voir, avec l'appui du lieutenant-général Prouville de Tracy et du régiment de Carignan-Salière. La première offensive a eu lieu en janvier 1666, en plein hiver. Elle sera mal préparée, trop précipitée et désastreuse. Pas habituée aux raquettes, mal habillée, mal équipée pour affronter l'hiver, sans guide, l'armée française n'aura pas le temps de se rendre chez l'ennemi Mohawk et s'avouera vaincue par la neige et le froid. Mais elle finira par vaincre l'ennemi et lui imposer la paix qui sera signée en juillet 1667. La colonie connaîtra enfin un répit de 17 ans. Mission accomplie. Des 1200 soldats du régiment, la majorité retournera en France. Mais 400 courageux au moins accepteront les offres de Talon et vont s'établir définitivement ici au Québec. Les noms, vous les connaissez, sont encore là. Le nom de Sorel, de Tracy, de Chambly, de Contrecoeur, de Saint-Ours, La Varenne, Sabrevoix. Ça nous rappelle ces braves. On aurait souhaité que tout le régiment demeure ici, mais on devra se contenter du tiers. De son côté, l'intendant Talon ne chôme pas. Il entreprend d'abord le premier de 2 recensements en Nouvelle-France. Une demande de Colbert qui souhaite avoir une idée précise du peuplement chez nous. Et que vont nous apprendre ces recensements? Talon, il n'est pas distrait, là. C'est pas par hasard que tout ça se passe, là. Il est préoccupé par la question démographique et il ira jusqu'à faire un recensement quasiment nominal. Son recensement, il y a des défauts. Marcel Trudel a eu tendance à le corriger, mais il reste quand même qu'il a fait l'effort et il est arrivé à un constat qui était impressionnant par rapport au point de départ. Mais là, s'il se comparait avec les colonies anglaises, alors là, c'était vraiment inquiétant parce qu'on peut peut-être atteindre un chiffre de 9 ou 10 000 à la fin de son mandat, mais à côté de ça, il y en a 10 fois plus dans les colonies anglaises. Je ne dis pas 10 fois plus en l'air comme ça, là, c'est au moins 100 000 de population. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la France ne laisse pas vraiment partir son monde, alors qu'en Angleterre, bien, il y a des crises politiques, crises religieuses, et les gens fuient l'Angleterre. Ce qui donne naissance, d'ailleurs, à 13 colonies. 13 colonies, c'est 13 mouvements migratoires. Alors qu'en Nouvelle-France, il y a une Nouvelle-France qui est issue d'une France où les gens ne sont pas si malheureux, où ils n'ont pas tellement le goût de s'expatrier, alors qu'en Angleterre, c'est le contraire. Les gens s'enfuient avec leur famille. Talon voit grand. Il rêve de bâtir un royaume. Pour y parvenir, il faut d'abord accroître la population. Comment? Évidemment, en favorisant une immigration massive. Il fait sa demande. Envoyez-nous des Français par milliers. La réponse ne tarde pas. Colbert dit non. Absolument pas question de dépeupler la France pour peupler la colonie. Réaction absolument incompréhensible pour nous, sachant que la France était le pays le plus peuplé d'Europe, autour de 20 millions d'habitants, 2 fois plus que sa rivale, l'Angleterre. Voilà un manque de vision du bon roi et de son ministre. Talon vient d'avoir une grande leçon d'économie. La colonie doit servir la métropole et non l'inverse. Colbert recommande plutôt d'organiser la colonie pour le mieux-être de ses habitants et d'être patient. Le temps, dit-il, verra multiplier la population. Voilà une belle politique de petits pas à côté de la rivale Nouvelle-Angleterre qui progresse, elle, c'est le cas de dire, à grands pas. Une autre idée du ministre, assimiler les Amérindiens, en faire de bons Français, marier les sauvagesses, faites des petits, incroyable. Colbert peut rêver, Talon n'aura aucun succès. Marie de l'Incarnation le sait très bien, elle. Ça fait plus de 25 ans qu'elle fréquente les petites Amérindiennes. La fondatrice des Ursulines, arrivée à Québec en 1639, a résumé sa pensée dans cette phrase aujourd'hui célèbre. « On fait plus facilement un sauvage avec un Français qu'un Français avec un sauvage. »
Le mode de vie européen n'intéresse pas les Autochtones. Au contraire, le mode de vie sauvage et libre exerce beaucoup d'attrait sur les colons français. Heureusement, l'envoi de filles à marier, la plupart des orphelines ou des jeunes filles d'origine modeste, sera une bonne initiative. On manquait de femmes. Ce sont elles qu'on a appelées les filles du roi, tout simplement parce que le voyage était payé par Louis XIV et qu'elles recevaient une dot en prime, et elles seront plus de 800 à venir ici entre 1663 et 1673 pour fonder de nombreuses et grandes familles. À cela, Talon ajoutera un programme de primes au rendement. Les mariages précoces sont encouragés. Les garçons de moins de 20 ans et les filles de moins de 15 ans qui se marieront seront récompensés. Quant aux célibataires de plus de 20 ans, les endurcis, pour les gars et 16 ans pour les filles, ils seront sanctionnés. Une famille de 10 enfants recevra une prime du roi, celle de 12 enfants encore plus. Le 26e enfant d'une famille aura droit à l'instruction gratuite. Les célibataires endurcis perdront leurs droits de pêche, de chasse et de traite et n'auront pas droit aux honneurs. Heureusement que ça ne s'applique pas à Talon et Courcelles, qui sont eux-mêmes deux célibataires obstinés. Toujours pour favoriser la croissance de la colonie, Talon fera défricher de nouvelles terres qu'il attribuera aux nouvelles familles. Et pour en faire des agriculteurs, il limitera l'émission de permis de traite des fourrures. Toutes ces mesures auront enfin des effets positifs sur la natalité. Qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu cet effort-là? Parce que toute la différence est là. Avant Jean Talon, peut-être qu'il y a 3000 personnes ou autour de ça. Il n'y a pratiquement pas de femmes. Donc, en même temps, coup sur coup, va arriver les soldats de Carignan, du régiment de Carignan, pour dompter ou mater les Iroquois. Mais sur ce régiment-là, il y a des officiers qui vont être incités à demeurer. Il y a des soldats qui vont être incités à demeurer. Puis, comme ils n'ont pas de femmes ici, il y a vraiment une pénurie de femmes, il y a un déséquilibre complet hommes-femmes. Donc là, on fait venir les filles du roi. Et il y en aura peut-être jusqu'à 800 qui vont venir. D'ailleurs, il faut dire que pendant toute la période de Nouvelle-France, il ne vient pas plus que 1000 femmes, 1000 ou 1100 femmes. Donc, vous voyez l'importance de ce contingent-là. Donc, cette période-là fait toute la différence. Et là, vraiment, il y a une poussée démographique. Vers la fin, je pense que Talon peut parler de 6 à 700 naissances dans son rapport à Colbert. Pour moi, là, ça se joue pendant cette période-là. Et il n'y aura pas beaucoup d'immigration après, parce que là, il y a un noyau qui se forme à partir de ces familles-là, et c'est ce noyau qui va faire la différence, qui va intégrer les nouveaux venus, qui va faire qu'à ce moment-là, les gens ne sont plus des Français, sont des Canadiens. Et le roi lui-même commence à utiliser le mot « canadien » et il distingue Français et Canadiens. Talon touchera à tout. En plus de faire régner l'ordre et la justice, il s'attaque au développement industriel et commercial. Juste à prendre connaissance d'une partie de tout ce qu'il va entreprendre pendant ces 2 mandats, d'une durée totale de 5 ans et demi, à de quoi nous essouffler. Talon veut et veut encore. Il veut quoi? Il veut des manufactures pour la colonie, que la colonie ne dépende pas tout le temps de Paris, et pour qu'elle puisse même s'enrichir en exportant des surplus. Il veut qu'on cultive le chanvre et le lin pour les tissus et le houblon et l'orge pour brasser de la bière. Au départ, la brasserie qu'il met sur pied aura du succès. On exportera des surplus aux Antilles. L'intendant est futé. Il a imposé des restrictions sur les importations de vin et eau de vie, ce qui, on s'en doute, ne fait pas l'affaire de tout le monde. Il veut des métiers à tisser qu'il fait distribuer aux colons et aux séminaristes également. Tisser, tisser, tisser. Il veut des tanneries pour le cuir, des fabriques pour les souliers, des souliers. Il veut aussi des usines de draps et de chapeaux. Il est convaincu que bientôt le colon pourra s'habiller des pieds à la tête avec des produits maison de la Nouvelle-France. Il veut aussi diversifier le cheptel. Il veut des bœufs, il veut des cochons, des moutons, pour la laine, bien sûr.
Il fait venir des chevaux pour aider les colons dans leur labeur. Il fait inspecter les forêts pour identifier les essences de bois, réservant les chênes au roi pour la construction de bateaux, convaincu qu'il en construira plus que nécessaire. Il ne s'arrête pas au bois, il pense au goudron, à la potasse, au savon. En matière de pêcherie, il est convaincu que grâce à la colonie, si les habitants s'installent près des lieux de pêche, la France aura le monopole du poisson en Europe, rien de moins. Il veut aussi exploiter les ressources minières, le plomb en Gaspésie, le fer à Trois-Rivières, le cuivre au lac supérieur, le charbon au Cap-Breton. Pas facile à suivre ce Talon, il est essoufflant. Il va même se battre pour qu'on se débarrasse de la Compagnie des Indes occidentales, qui a le monopole du commerce avec la France, et s'opposer aussi à l'évêque pour qu'on permette la traite de l'alcool. Il va même tenter d'implanter le commerce triangulaire, Canada, Antilles, France. Mais lui, qui est si énergique et si enthousiaste, ne tardera pas à demander son rappel en France. Le roi le fera patienter jusqu'en 1668. Sait-on pourquoi Talon insistait tant pour retourner tout d'un coup en France après seulement 2 ans et demi? Il semble bien que quand il a accepté, on lui a donné l'ordre de venir en Nouvelle-France. Il y a probablement eu un peu d'hésitation de sa part. Il y avait son plan de carrière en Europe. Il aurait accepté sous la promesse de ne pas rester plus que 2 ans. Et apparemment, au bout de ces 2 ans-là, il a dit « N'oubliez pas ce qu'on avait convenu ». Puis là, il va évoquer, comme ils le font tous, des problèmes de santé, des affaires familiales à régler. Ça, c'est des raisons classiques. Donc, il va rentrer. Il va rentrer. Ça va prendre un petit peu plus de temps qu'il aurait voulu, mais il va rentrer. Et ce que je retiens surtout, c'est que là, le bilan qu'on fait est très positif. Donc, on veut qu'il revienne. Et le pauvre Talon, quand il revient, parce qu'il va accepter de revenir, alors là, c'est l'enfer, hein? Pour la traversée, ça va lui prendre 1 an, finalement, à revenir. Il va passer, je ne sais pas combien de temps en mer, il fait un naufrage, il recommence, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi, là. C'est pas Jojo, là, aller-retour, là. Donc, finalement, il revient. Mais là, il revient avec des instructions peut-être encore plus précises. Puisqu'il revient, puisqu'il relève le défi, il va faire des efforts encore plus considérables de tous les côtés, dans toutes les directions. Il est très déterminé et les résultats, on ne peut pas les énumérer, là, mais dans tous les domaines, on voit des résultats de sa détermination, de sa présence ici et de l'appui qu'il y a pour au moins le minimum du côté de la Cour. Forcé par le roi, Talon n'a pas le choix et revient en 1670. Cette fois, il va surtout s'intéresser à l'expansion du territoire. Il envoie Saint-Luçon prendre possession du centre américain et Louis Joliette et le père Marquette explorer le Mississippi. Le père Albanel, lui, se rendra à la baie James. Talon fait rechercher le passage vers la Chine. Il voudrait qu'on achète ou conquiert la Nouvelle-Hollande. Il souhaite faire de la vallée du Saint-Laurent le cœur de la nation, s'étendant partout en Amérique du Nord. Il envisage une route pour relier Québec et l'Acadie. Enfin, il distribue une 50aine de seigneuries avant de voir accepter enfin sa demande pressante de retourner pour toujours en France, ce qu'il fait à la mi-novembre de 1672. Mais quel effet durable aura son passage au pays? Il y a un historien qui, disons-le, déconstruit le mythe Jean Talon. C'est Marcel Trudel. Selon lui, il aura passé comme un coup de vent chez nous. S'il a entrepris plein de choses, il en restera bien peu. Était-il un homme qui cherchait surtout à épater la galerie pour sa gloire personnelle? Pourquoi, s'il aimait tant la colonie, a-t-il si souvent insisté pour être rappelé en France? Et quelle est donc cette étrange maladie qui l'affligeait souvent? Est-il possible que Talon souffrait plutôt de bipolarité? Était-il un maniaco-dépressif? Vous savez, le genre de gars qui se dit capable de tout un jour et de rien le lendemain? À moins que, plus simplement, sa mission fût beaucoup trop grande pour un seul homme et qu'il n'obtient pas tout ce qu'il souhaitait de la France, nécessaire pour aller au bout de ses folies de grandeur. D'ailleurs, après Talon,
le roi dira ne plus avoir d'argent dépensé dans la colonie qui ne rapporte pas assez à son goût, imaginez-vous. L'intendant Talon n'aura-t-il été qu'un coup de vent, qu'un bâtisseur de châteaux de cartes sur de timides fondements royaux? Moi, j'ai jamais eu l'impression que Jean Talon souffrait d'autre chose peut-être que d'une certaine solitude, parce qu'il était célibataire, il n'y avait pas sa cour, il n'y avait pas de proches, je ne le sais pas en fait. Alors, pour moi, je vois aucun indice que cet homme-là est bipolaire, comme je comprends. Mais il y a des problèmes, il besogne, il travaille fort, et puis il y a des résultats. Il y a des résultats, mais pour autant, est-ce qu'il est parfaitement heureux ici? Ça, c'est pas certain. Et tellement qu'il ne sera pas choqué d'être rappelé, il va le souhaiter, il va plaider de son état de santé, mais finalement, on lui dit « Non, vous allez retourner, mon cher Talon ». C'est qu'on l'appréciait, puis je pense que quand on regarde le bilan qu'il a laissé, on l'apprécie aussi. Toujours jeune à 46 ans, Jean Talon vivra encore 22 ans, confortablement d'abord à Versailles comme premier valet de garde-robe du roi, puis comme secrétaire. Il vendra sa brasserie au roi, celle de Québec. Elle sera convertie en palais pour les intendants. Il exprimera bien le souhait de revenir au Canada pour fonder un hôpital général, mais ça ne se fera pas. Il s'éteint en 1694 à 68 ans. Que retenir de Jean Talon, qui demeure une grande figure de notre histoire et que lors de son bref passage dans la colonie presque morte, il lui imprime un deuxième souffle. Après tout, Marie de l'Incarnation, qu'il a très bien connue, n'a-t-elle pas écrit que, grâce à lui, la Nouvelle-France s'est plus développée que pendant toutes les années qui ont suivi la fondation de Québec? Il a mieux fait, selon elle, que tous les Français avant lui. Tout un hommage. Juste pour ça, il mérite une bonne place dans la mémoire de Proulx. À retenir justement, dès 2014, une exposition à l'îlot des Palais à Québec nous permettra d'en savoir davantage sur la vie d'intendant de la Nouvelle-France. Une exposition à la fine pointe de la technologie qui s'installera dans les voûtes de l'ancien palais de l'intendant. C'est ici, tout juste derrière moi, qu'en 1666, l'intendant Jean Talon fit construire la toute première brasserie en Nouvelle-France. Le site est aujourd'hui connu sous le nom d'Îlot des Palais. Il est l'un des plus riches et des plus importants au pays en matière d'archéologie historique. Le site lui-même, son nom est évocateur, on l'appelle l'îlot des palais. C'est qu'il y a eu 3 palais de l'intendant. À cette époque, en Nouvelle-France, l'intendant a une fonction pour le commerce, alors que le gouverneur a des fonctions politiques et militaires. Ce qui l'intéresse, Talon, c'est de rendre la colonie autonome par rapport à la métropole. Et donc, Talon commence dès le début à faire de la construction navale. En 1666, il ouvre la brasserie Jean Talon. Et enfin, un peu plus tard, il y a la fabrique de la potasse qui se trouve sur ce lieu même. Ce palais de l'intendant va brûler en 1713, ce premier palais de l'intendant qui est aussi cette brasserie désaffectée. Et dès l'année suivante, 1714, on décide de construire un deuxième palais. Donc un intendant peut être pauvre, mais il va avoir néanmoins une résidence qui va être digne de la fonction. Donc, c'est la raison pour laquelle, en 1714, on construit un palais qui est digne de ce nom, c'est-à-dire tel qu'on le voit en Europe à cette époque-là, au 19e siècle. On fait référence à ce lieu comme étant le premier parc industriel à Québec. On a ici 3 mètres de déposition archéologique. Depuis des années, on reçoit une quinzaine d'étudiants de premier cycle et 2-3 étudiants de maîtrise ou de doctorat. Tous ces gens-là sont en formation. Donc, c'est au-delà de 400 archéologues qui ont été formés à l'îlot des Palais. L'approche qu'on a développée depuis l'an 2000, c'est beaucoup plus une approche environnementale, c'est-à-dire non pas comprendre un bâtiment à l'intérieur du site archéologique, mais comprendre l'évolution du tissu urbain de ce secteur de la ville.
En juillet 2014, en fait, on va réouvrir l'îlot des palais. On est vraiment dans un artefact. On est vraiment dans un témoin de l'histoire. On marche vraiment dans l'histoire. Et on va utiliser ces voûtes-là authentiques pour révéler, faire connaître. Le défi ici, c'est de révéler l'invisible, hein? Parce qu'ici, on se retrouve dans des voûtes du 17e, mais le deuxième palais n'existe plus. On va utiliser des tablettes. Étant donné qu'on ne peut pas aller déterrer les objets qu'on a trouvés, hein, on va scanner le terrain. C'est-à-dire qu'en se promenant, tout d'un coup, oups, géolocalisé, on va voir apparaître, exemple, les statuettes égyptiennes qu'on a trouvées dans une strate de 1710. Ça serait un lieu qui va donner, par exemple, aux visiteurs une raison de descendre la côte du palais pour connaître un peu plus un autre secteur de la ville de Québec. Donc, je dirais, les retombées sociales de l'archéologie, c'est de fournir justement un produit culturel autre que ce qu'on a actuellement. Et pour plus de références sur Jean Talon, consultez notre site Internet. Et là-dessus, je vous dis à bientôt. L'équipe remercie Foresta, fournisseur du mobilier de mémoire de proue.